Lors des 3 dernières semaines, nous avons parcouru toute l'histoire de la Russie, de sa création vers 862 jusque même dans les années 1980. Mais tout ça, il n'y avait pas encore le personnage russe important qu'on connaît nous actuellement, Vladimir Poutine. Eh bien, pour conclure le livre audio Hugo décrypte en Russie de d'Hugo Travers, Chris et Coco Pello, nous allons donc explorer les 36 dernières années de 1990 en maintenant et comment Poutine est devenu je vais dire sans honte, un dictateur comme un dictateur absolument horrible et détestable. Hein? Moi, je suis méchant, ça représente bien, disons, comme façon de dire. Bref, yo les boss c'est Shibal pour la dernière partie de la lecture donc du livre d'Hugo décrypte en Russie. Donc, nous allons explorer les 2 derniers chapitres, le chapitre 6 et 7, donc chute de l'URSS, 171 à 184, et la guerre de Poutine de 185 à 202, ce qui équivaut donc à 32 pages, donc c'est certain que ça va être beaucoup plus court que toutes les autres vidéos faites avant. Et donc, comme j'ai dit, ça va parler des 36 dernières années à partir des années 90 jusqu'à maintenant. Et ça parle tout simplement, à part les 10 premières, ça parle principalement de ce qui s'est passé fin 20e et début 20e siècle. Fin 20e et jusqu'à présent au 21e siècle. On s'était justement arrêté sur la chute du mur de Berlin et de... je me souviens plus de son nom, là, mais il est mort dernièrement. Je suis allé le voir en 2022, fait que ça fait effectivement pas très très longtemps. Bordel. Lui avec la tâche sur là. Mikhail Gorbatchev, voilà, exactement. Donc, la prise au pouvoir de lui et la chute du mur de Berlin, donc la fin de l'URSS, ou comme le chapitre 6 le dit, la chute de l'URSS, avec donc Hugo sur des briques qui représentent donc ce fameux mur qui a été détruit. Commençons tout de suite. À la fin des années 80, les pays du bloc de l'Est s'éloignent de l'URSS et du communisme. Allemagne, chute du mur de Berlin le 9 novembre 89 et réunification du pays en 90. Hongrie, fin de la République populaire le 23 octobre 89, premier régime communiste à s'effondrer en Europe de l'Est. Tchécoslovaquie, un mouvement pacifique appelé la Révolution de velours, fait tomber le régime le 16 novembre 89. L'ancien dissident Václav Havel est élu président. Roumanie, le dictateur Ceausescu est chassé du pouvoir et exécuté le jour de Noël 89. Pologne, Lech Walesa, dirigeant du syndicat Solidarnosc, qui s'oppose au pouvoir communiste, est élu président le 9 décembre 90. Donc, pile 15 ans avant que je naisse, l'URSS perd encore un nouvel allié. Bulgarie et Albanie, entre 89 et 91, les régimes communistes basculent pacifiquement vers la démocratie parlementaire. Tu collectionnes les timbres maintenant? Je croyais que tu faisais le puzzle de l'URSS avec les cordons bleus. Il n'y a plus d'URSS. Fragilisée par l'effondrement du bloc de l'Est, elle a disparu en 1991. Sur la première page, l'URSS a déjà chuté. Donc là, on a des images des timbres, en fait, de chaque pays qui était communiste et qui ne le sont plus. Donc, la réunification de Berlin, l'Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Pologne qui est devenue démocratique une décennie et demie avant que je vienne au monde. Donc là, on a des timbres et on apprend qu'en 91, c'est officiellement la fin de l'URSS. Donc, techniquement aussi la fin de la guerre froide. Donc, c'est quand même une guerre qui a duré extrêmement longtemps, entre 46 et 91. Donc, 46, 56, 66, 76, 86. Donc, 45 ans. C'est pas une guerre qui a fait énormément de morts, mais ça reste une guerre qui a été très marquante parce que c'était vraiment 2 gros blocs, un contre l'autre. Donc, il y a eu beaucoup de trucs, comme on en a parlé, là, les militaires, politiques, sociales, spatiales même. Donc, il y a eu beaucoup de nouveaux changements dans les 2 pays avec tout ça. 25 décembre 91, 19h32. Et voilà. Fini le RSS. Vive la Fédération de Russie. C'est étrange. La population semble indifférente. On le sentait venir. Après les pays du bloc de l'Est qui ont chassé leur régime communiste,
Ce sont les républiques de l'URSS qui ont revendiqué leur liberté. Ça a commencé par les pays baltes. Le 23 août 89, pour réclamer l'indépendance, 2 millions de personnes se donnent la main, formant une chaîne humaine de 687 km, passant par Vilnius, Riga et Tallinn. Donc, les capitales de 3 pays, Vilnius de Lituanie, Riga de Lettonie et Tallinn d'Estonie. Dans le Caucase, en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, des soulèvements pour l'indépendance éclatent. Et au printemps 90, la République de Russie organise sa première élection présidentielle, symbole de la montée de la démocratie et d'opposition au régime soviétique. Sauf que problème, des chars encerclent le siège du gouvernement. Mais qui gagne cette élection? Boris Eltsine. C'est un fervent opposant conservateur, mais il critique aussi Gorbatchev et ses réformes qui ne vont pas assez vite et assez loin. C'est donc le premier président de la Russie élu démocratiquement. En fait, les conservateurs n'apprécient pas cette démocratisation, ni les réformes de Gorbatchev en URSS. En août 91, ils tentent un putsch pour rétablir l'autorité communiste. Venez avec moi, vous. Nous allons monter sur ce char. Non merci. Eltsine mène la résistance et la tentative de coup d'État échoue. Gorbatchev, dont les réformes ont aggravé la crise en Russie, est discrédité. Eltsine encourage l'éclatement de l'URSS. Dans la foulée, les républiques de l'URSS proclament leur indépendance. Après les pays baltes, l'Ukraine est la première à le faire dès le 24 août 91. Pour la première fois, ils vivent libres. Mais pour l'immense majorité des Russes, la déception va être à la hauteur des espoirs. Donc là, on a tous les pays qui vont devenir indépendants, dont la Russie elle-même, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, voilà, tous ces pays-là. Mais avant, il y a quand même en 91 où il y a... En 90, printemps 90, où il y a un dernier essai. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc finalement, Gorbatchev est dégagé parce que il est un peu comme Trudeau, en fait. Il était un peu comme Trudeau, un peu trop doux, un peu trop ouvert. Enfin, je sais pas trop comment dire, là, mais un peu bisounours. Surtout à comparer du reste. Mais bon, de tous les présidents de la Russie, il veut pas mieux que lui. Hein. Donc, voilà. Donc, la révolution avec des tanks, littéralement. L'Ukraine qui devient enfin indépendante en 91. Et bon, là, ils vivent libres, mais il va y avoir des déceptions, mais des espoirs tout aussi grands. Donc voici pour cette page. Ça va faire étrange de ne plus le faire la semaine prochaine, mais soit. Hein. Dès 92, Boris Eltsine applique une thérapie de choc. Passer du communisme, où l'État contrôle la production, la distribution et les prix, à une économie de marché, où ce sont les entreprises privées qui décident librement de ce qu'elles produisent, des volumes et des prix. Chaque citoyen reçoit un bon d'une valeur de 10 000 roubles, soit 20 euros, 10 000 roubles, soit 20 euros pour acheter des actions de l'une des 110 000 entreprises d'État mises en vente. Le pays entier est à vendre pour une bouchée de pain. J'achète une part du café de la rue Pouchkine et je tourne et je paye la tournée. Mais les Russes ignorent tout des mécanismes du capitalisme et beaucoup échangent leurs bons contre un sac d'orange, un pantalon ou une bouteille de vodka. Le prix des produits a alors augmenté, ce qui a entraîné une inflation folle. Comment ça, la bouteille de vodka vaut 25 millions de roubles? Et comme les salaires n'augmentent pas du tout, au même rythme, les gens n'ont plus les moyens de se nourrir, de s'habiller. Avec l'inflation, les roubles récoltés par l'État lors de la privatisation de ces entreprises ne valent presque plus rien. Alors tout s'effondre. Le chômage, inconnu du temps de l'URSS, devient massif, accompagné par son cortège de problèmes sociaux. Misère, alcoolisme, drogue, criminalité. Le pillage et la corruption se généralisent. La majorité des échanges se fait désormais par le troc. Le pays est revenu à une sorte de Moyen-Âge avec ses nouveaux boyards.
Donc, les boyards, c'est les nobles russes dont on a parlé à la page 35, je crois. En tout cas, c'est ça qui est écrit. Ouais, bon, voilà. C'est les nobles, les nobles russes de la vieille époque. Et voici ceux qui ont profité du chaos en rachetant massivement les bons offerts aux Russes. Ils se sont partagés les grandes entreprises d'État. Seuls le pétrole et le gaz leur échappent encore. Berezovsky, transport, matières premières, médias. Friedman, groupe Alpha, banque, télécommunications. Ce sont les futurs oligarques, des hommes d'affaires en lien avec le pouvoir politique. Les plus connus sont surnommés les 7 banquiers. Ah, vous êtes là! En 96, à l'aube d'une nouvelle élection présidentielle, Eltsine, malade et alcoolique, est au plus bas dans les sondages. Et si je vous cède ça, vous faites quoi pour moi? L'argent des oligarques va financer la campagne, permettant sa réélection en échange de la cession des industries pétrolières. Khodorkovsky, groupe Lukos, banque et pétrole. Eltsine est réélu, mais dès 1998, la crise économique devient également une crise financière. C'est quoi la différence? Économique, financière. Les deux, ça rapporte avec la thune. Fait qu'au final, ça revient au même. La dette de l'État, on la payera plus tard. Je fais pareil au bar. Je te demande un chrome. C'est un crédit en argot russe. Alors en 99, les oligarques poussent Eltsine vers une démission volontaire et lui cherchent un remplaçant. M'en fous, il n'y avait plus rien à boire. Leur profil idéal est un petit fonctionnaire, banal et sans trop d'ambition, qu'ils pourraient manipuler à leur guise. Un type exactement comme moi. Je rappelle, lui qui parle de tout ça, c'est Poutine, hein, je rappelle. Mais il n'avait pas prêté suffisamment attention à un détail. Un agent du KGB sait parfaitement cacher son jeu. Et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc là, on a tout ce qui a rapport avec la crise économique et on voit que finalement, la fin du communisme n'est pas aussi positive qu'on pourrait le croire au final. Avec des bouteilles à 25 millions de roubles, c'est vrai que c'est pas fou, hein, l'alcoolisme, drogue, criminalité, des gens SDF. Et lui, Eltsine, il s'en branle. En 99, freestyle, il est réélu, mais il est malade, alcoolique, il est plus capable de rien faire. Donc c'est tous ces ministres, les oligarques, les 7 banquiers qui font à peu près tout. Puis qu'enfin, ils dégagent en 99, ils veulent trouver quelqu'un qui a l'air manipulable, et évidemment, on s'en doute, c'est Poutine. Mais effectivement, c'est pas quelqu'un de manipulable, vu que c'est littéralement un ancien agent des services secrets russes. Donc de la SSR. Donc URSS, SSR, on se rapproche du même anagramme. Mais bref. Donc voici pour 176-177. Et là, on va s'intéresser à ce que nous, on connaît très bien, Poutine. Et j'ai de grandes ambitions, pour moi et pour la Russie. Vladimir Poutine est élu président de la Russie le 7 mai 2000. Drôle de demeure présidentielle. C'est chez vous? C'est le datcha de Staline, dans la banlieue de Moscou. Rien n'a bougé depuis son décès. Mais comment êtes-vous passé en 10 ans de petit colonel du KGB à président de la Russie? J'ai démissionné du KGB en 91 et je suis revenu dans ma ville, Leningrad. Saint-Pétersbourg. Je suis devenu conseiller du maire. C'est une ville difficile, avec de puissants groupes mafieux. Mais je lui ai résolu pas mal de problèmes. Je te resserre, Vladimir? Non, j'ai assez bu. C'est pas comme ça que tu deviendras maire de Saint-Pétersbourg. Puis en 96, j'ai rejoint l'administration d'Eltsine et j'ai là aussi gravi les échelons jusqu'à devenir chef du gouvernement en 99. C'est là que j'ai rencontré les oligarques. Oh, mais ils sont tous là. C'est pour les remercier, le barbecue? On peut le dire ainsi. J'aime le double sens de remercier quelqu'un. Saignant? Oh, à point, ce sera très bien. Ils n'ont pas l'air très rassurés. C'est le but. Personne aussi puissant soit-il ne doit se sentir à l'abri. Un seul s'est permis de ne pas répondre à mon invitation. Boris
Hey, les noms de famille, ça va pas me manquer. Hein. Boris Berezovsky, le plus puissant d'entre eux. Réfugié à Londres, on le retrouvera pendu dans sa salle de bain en 2013. Khodorkovsky aussi a essayé de me résister. Il a été condamné pour fraude fiscale, emprisonné pendant 8 ans en Sibérie. En clair, vous avez éliminé les oligarques proches d'Eltsine pour mettre les vôtres à la place. Je veux restaurer le pouvoir et la grandeur de la Russie. Pour cela, il faut imposer son autorité et se donner les moyens de le maintenir. Ça me rappelle le discours de Staline. Ça vous dit une petite partie de chasse? C'est ça ou une séance de judo? Voilà. Donc, on voit comment cet enfoiré, c'est un enfoiré, de Poutine s'est mis à la tête du gouvernement. Il a juste gravé les échelons. Il était conseiller du maire. Après, il a résolu beaucoup de problèmes. Fait qu'il est devenu chef du gouvernement. Et après, il a fait un barbecue avec toutes les personnes sauf un. Puis évidemment, ce gars-là, il a été retrouvé mort. On connaît Poutine, hein, bien sûr. Hein, quand quelqu'un de son opposition il meurt, c'est pas lui. Évidemment. Étant donné qu'il est retrouvé pendu, l'autre qui est emprisonné pendant 8 ans. Puis on voit que les ambitions de Poutine, ben, c'est à peu près les mêmes que Staline. Et sachant ce qu'a fait Staline, ben, c'est très très mauvais signe. Donc aussi. Oh, là, on a un dessin très particulier. On a une grosse pieuvre. Dès 2001, j'ai mis en place un culte de ma personnalité. J'apparais en sportif et en homme d'action. J'aime faire croire que je chasse l'ours, mais en réalité, c'est la pieuvre sur laquelle je base tout mon système. Je m'appuie sur l'argent du gaz et du pétrole. Leurs prix se sont envolés après 2001. Et avec eux, le pouvoir d'achat des Russes. Économie. Oligarques fidèles. Les fidèles sont issus pour la plupart des services de sécurité. Je les ai placés à la tête de grandes entreprises, partageant le même désir de revanche après la fin de l'URSS et le même patriotisme. Réforme constitutionnelle. En politique, j'installe peu à peu un régime présidentiel fort. Après 2 mandats de 4 ans en 2000 et 2004, je fais élire mon premier ministre, Dmitri Medvedev, en 2008 et je deviens moi-même son premier ministre. Puis une réforme institutionnelle porte la durée du mandat présidentiel à 6 ans. Je suis réélu en 2012 et en 2018. En 2020, un référendum me permet de cumuler 2 nouveaux mandats. me permet de cumuler 2 nouveaux mandats. Réélu en 2024, je suis assuré de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2030, voire 2036. Et ça, c'est de la merde. Ça, on n'aime pas ça. Donc, contrôle des médias. Tout cela est facilité par un contrôle sévère des médias. Les principales chaînes de télé et de radio diffusent mes éléments de langage. Il n'y a plus de grands médias d'opposition. Muselage de l'opposition. J'ai dû faire face à plusieurs mouvements de protestation citoyenne, mais j'ai réussi à les faire taire. J'incarne aujourd'hui la résistance conservatrice face à la décadence occidentale. Ingérence à l'étranger. À l'étranger, j'affaiblis les démocraties par tous les moyens. Je finance des partis d'extrême droite dans différents pays. J'embauche d'anciens responsables politiques haut placés à des fins de lobbying et je construis des gazoducs pour rendre les Européens dépendants de notre gaz. Donc, l'élection au Japon puis en Italie des mouvements d'extrême droite, c'est à cause de Poutine. Hein? C'est Poutine qui va créer le quatrième Reich. Bordel de merde. Ils manquent juste l'Allemagne. Je dénonce la domination de l'Occident sur l'ordre international et accuse les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN de vouloir imposer leurs valeurs et intérêts. Les guerres de Poutine. Mais ce qui m'a véritablement lancé, puis qui a assis mon pouvoir, c'est la guerre. Ou plutôt, les guerres.
Donc là, on a une image assez particulière de Poutine sur la tête d'une pieuvre, avec donc la pieuvre, elle a 8 membres, hein, je sais pas trop pourquoi il en manque une, mais bref. Donc économie, oligarque fidèle, réforme constitutionnelle, contrôle des médias, muselage de l'opposition, ingérence de l'étranger et guerre de Poutine. Qui est donc le titre du prochain chapitre, je vous rappelle. Donc voilà la grosse image avec une pieuvre, certaines personnes et certains bâtiments et un gros tank en bas à droite. Donc on est sur une des images les plus particulières avec peut-être avec celle de Staline, là, où il y a une page avec les espoirs puis l'autre avec les désespoirs. Donc c'est une des images les plus créatives avec... parfait, j'ai trouvé tout de suite. Avec celle-là, je vous rappelle, hein, celle-ci et celle d'après. Donc c'est vraiment les 3 pages les plus originalement faites. C'est bien un mot. Mais si je ne me trompe pas, officiellement, la Russie n'emploie jamais le terme de guerre. Tout à fait, c'est pas joli, la guerre. Commençons plutôt par une opération antiterroriste. Un petit tour aux toilettes? Hein? Oui, en 99, je déclare que nous allons buter les terroristes jusque dans les chiottes. Et c'est une citation authentique traduite. Ah, mais lesquels? Où ça? En Tchétchénie, dans le sud de la Russie. Les Tchétchènes sont un peuple musulman du Caucase, dont nous avons conquis le territoire au 19e siècle. En 1992, ils profitent de la fin de l'URSS pour reprendre leur liberté. En 1994, Boris Eltsine décide de les mater, mais la première guerre de Tchétchénie débouche sur un accord de paix humiliant pour nous. En 1999, des attentats terroristes imputés aux Tchétchènes font des centaines de morts dans plusieurs villes russes. Je viens d'être nommé chef du gouvernement, j'ordonne à notre armée de reprendre le contrôle de la Tchétchénie. Je vais y rôder ma méthode, bombardement massif, y compris de civils, terreur et crimes de guerre. Cette fois, nous venons à bout de ces terroristes, et cette victoire me permet d'être élu président de la Russie quelques semaines plus tard. Il est à peu près certain que les attentats ayant servi de prétexte à la guerre ont été fomentés par le FSB, qui est donc l'évolution du KGB. Il y a aussi une map avec toute la grosse Russie, la Tchétchène, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Donc c'est un bon... c'est une place en Russie, mais qui voulait être libre, comme le Québec, hein, au Canada, mais qui a finalement pas fonctionné. Et là, t'as la même map. Donc, puis en 2008, je m'attaque à un autre point chaud du Caucase depuis la fin de l'URSS, la Géorgie. Elle est aux prises avec des forces sécessionnistes soutenues par la Russie dans 2 territoires peuplés majoritairement de pro-russes. Donc, les sécessionnistes veulent la séparation d'une partie d'un État pour former un État indépendant ou rejoindre un autre État. Donc, t'as la mer Caspienne et la mer Noire, la Turquie en bas, Azerbaïdjan, Arménie, et t'as la Russie qui a donc pris la Tchétchénie et qui veut prendre 2 places en Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Pour une Géorgie libre, mais avec les Russes. Nous intervenons avec succès via une mission de protection de ces minorités dont nous soutenons les revendications. Et accessoirement, ça permet de contrôler et de punir la Géorgie qui se rapprochait trop de l'Europe et de l'OTAN au goût de Poutine. Ce soutien à des mouvements sécessionnistes chez un pays voisin m'en rappelle d'autres. Ah bon? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce soutien des mouvements sécessionnistes chez un pays voisin m'en rappelle d'autres. Bon, on va savoir juste après, hein, je suppose. Donc là, on a 2 maps. Donc, je vous ai parlé donc de celle-ci et de celle-ci. Ce sont 2 maps des invasions qu'il y a eu en Tchétchénie, en Géorgie. Et on voit que même avant même d'être président, c'était un bon gros salaud. Un bombardement, victime collatérale, terreur, crime de guerre. Il n'y a aucun là-dedans qui est positif. Hein. Puis même à bout de terroriste. Mon gros cul ici. Mais bon. Ça, c'est pas mon problème, techniquement. Enfin, à part ça devient une 3e guerre là, ça va être le problème de tout le monde. Donc, t'as la Géorgie qui se calme le cul après tout ce que Poutine a fait. Et voilà. Donc, voici donc les images pour maintenant. Donc, des tanks, des maps, des toilettes. Voilà. Il aime bien les tanks, hein, c'est un bon salaud.
Oh, ok. On passe à quelque chose d'autre. On passe à ce qui se passe là maintenant. Parce que là, on était début du 21e siècle, mais là, on rentre dans le vif du sujet. Ah bon? Je ne vois pas de quoi vous parler. Kiev, parce qu'il faut dire Kiev. Hein. Kiev, c'est l'ancien nom. Maintenant, c'est Kiev. K-Y-I-V. Kiev, place de l'indépendance, surnommée Maïdan, février 2014. Et chapitre 7, la guerre de Poutine. Ouais, c'était un chapitre, ça. C'est chapitre 6, 14 pages. Ça change, la semaine dernière c'était 52, là c'est 14. Même le prochain c'est juste 18. Donc c'est pas énorme. Donc d'un côté, je vais montrer un à la fois. Donc d'un côté, on a l'Ukraine. Évidemment, l'Ukraine va être centrale dans les derniers chapitres. Avec tellement de monde que on voit rien, on voit juste des petits rebonds, donc des têtes. On voit beaucoup de drapeaux fiers. Hein. Là, on voit une grosse statue. Ça doit être une statue importante, hein, juste ici. Des bâtiments. Ça me semblerait pas que ce serait le truc du gouvernement. Peut-être ça une banque, une grosse banque importante. Un autre gros truc. Bref. Une grande révolution, une grande manifestation. Puis sur l'autre, c'est Hugo devant un tank, qui est sûrement un tank russe, parce que le chapitre s'appelle La guerre de Poutine. Donc ça serait assez cohérent. Huit ans plus tard, dans la nuit du 23 au 24 février 2018. Chers citoyens russes, chers amis, j'ai pris la décision de mener une opération spéciale. La Russie ne peut ni se sentir en sécurité, ni se développer, ni exister avec une menace constante émanant du territoire de l'actuelle Ukraine. Et voilà la nouvelle guerre de Poutine. Enfin, pardon, son opération spéciale. Envahir l'Ukraine. On pouvait le craindre depuis un moment. Bloomberg. Les États-Unis avertissent l'Europe que la Russie planifie une invasion de l'Ukraine. CNN. Les services de renseignement américains préviennent que la Russie prépare une opération justifiant l'invasion de l'Ukraine. The Washington Post. La Russie planifie une expédition militaire massive contre l'Ukraine. Oui. Depuis 2014 au moins, et la révolution de Maïdan en Ukraine. Donc non, hein, si vous ne le saviez pas, la guerre d'Ukraine n'est pas juste, ne date pas juste de 2022, mais de bien plus tard, enfin de bien plus tôt plutôt, en 2014. Hein, je pense à ce moment-là que tu as la Crimée qui a été annexée ou un truc de ce genre-là, je crois. Donc tu as lui qui présente donc les nouvelles, hein, les belles nouvelles bien fausses. L'Ukraine n'a absolument rien fait de mal, absolument rien. Mais il s'est dit, bah, il y a une menace, on va aller dégager Zelensky. D'alcoolique à la vodka de marde. Et disons que ça pouvait être à prévoir. Ça pouvait clairement être à prévoir avec toutes les tensions qu'il y avait. Dont une tension qui a commencé dès 2014 avec la révolution de Maïdan. Donc, ce qu'on a vu ici. Hein, là, c'est une image plus précise de ce qui se passe. Bon, là, on a une belle grosse map. Les révolutionnaires de Maïdan contestent le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, jugé trop proche de Moscou et qui éloigne l'Ukraine de l'Union européenne. Il sera destitué par le Parlement. Cela fait des siècles que la Crimée est au point de crispation entre l'Ukraine et la Russie. En 2014, le territoire fait partie de l'Ukraine. Poutine profite alors de la révolution pour l'envahir et l'annexer. Donc, annexion illégale au regard du droit international. Les forces russes interviennent aussi dans le Donbass et en soutenant un mouvement séparatiste. Un cessez-le-feu est signé à Minsk en 2014, puis en 2015, mais la situation reste floue et fragile. On savait que c'était une poudrière. En fin 2021, 190 000 soldats russes sont massés aux abords des frontières de l'Ukraine, y compris en Biélorussie et en Crimée. Le 28 janvier, les Américains révèlent que la Russie a acheminé des stocks de sang.
C'est le signe d'une attaque imminente. Emmanuel Macron a bien tenté de désamorcer la situation en se rendant à Moscou le 8 février 2022. Mais c'est un échec. Poutine l'a reçu au bout d'une table immense, comme si le tsar recevait un cerf. Bonjour l'ambiance. Je vous préviens, il n'est pas d'humeur. Et officiellement, c'est à cause de la COVID. En 2022, on est encore dans ce délire-là, mais bon, on sait bien que c'est une grosse joke. Donc, la Russie, Crimée, annexion en 2014 par la Russie, Sébastopol, la grosse Ukraine avec Luhansk, Donetsk et Mariupol, Kharkiv, Kherson, Odessa, Kiev et Lviv. Lviv. Avec la Moldavie, la Pologne, la Moldavie, la Roumanie et la Biélorussie, pardon. Cette guerre a pris les Occidentaux par surprise, et pourtant il s'inscrit dans une continuité. Oui, on l'a vu au fil de son périple. L'histoire de la Russie est parsemée de personnages qui n'ont cessé de considérer la Russie comme un empire souverain et dominateur. Souviens-toi de Rurik au début, qui venait fonder un immense royaume soi-disant à la demande des Slaves. Ben quoi? Piller et asservir d'un côté, protéger de l'autre. Je ne te rappelle même pas d'Ivan le Terrible. Je ne te reparle même pas d'Ivan le Terrible, le premier tsar, avec tous ses territoires gagnés au nord et à l'est, sans oublier sa police spéciale personnelle. Quant à Pierre le Grand, il était modernisateur, mais aussi envahisseur, tout pour la guerre. Sous mon règne, on appelait l'Ukraine la Petite Russie. Sans oublier Catherine II, qui a supprimé de la carte la Pologne et a gagné l'équivalent de la taille de la France en nouveau territoire. La conquête de la Crimée, c'est moi. N'est-ce pas, mon cher Potemkin? Plus près de nous, Staline a dirigé le RSS d'une main de fer dictatoriale et sans pitié. Ça va, tout au plus quelques millions de déportations. Donc la grosse map avec les invasions qui sont passées à Donetsk et Luhansk. Évidemment la Crimée qui est encore un sujet vraiment chaud. Donc je disais tous les pays, hein, donc voici donc la map. En bas, donc, tu as les guerres contre l'Ukraine et la Biélorussie. Et même si ce cher Macron a essayé de faire quelque chose, disons que ça a pas mal foiré. Hein, il était pas mal fermé au débat, son foiré de Poutine. Et je le dis d'avance, je vais pas faire la blague avec le plat national du Québec. Parce que nous, la poutine est bonne en crise. Et ça, c'est pas une bonne poutine. C'est un très mauvais poutine. En plus, c'est P-U-T-I-N, techniquement. Et nous, on le dit Poutine, P-O-U-T-I-N-E, pour faire plus francophone, mais en vrai, ça s'écrit P-U-T-I-N. Fait que ça n'a aucun rien à voir avec le plat du Québec. Là. Et de l'autre côté, on fait un récap de tout ce qu'on a vu, hein, avec des personnages qui ont... c'est une continuité en des personnages qui ont considéré donc la Russie comme des dominateurs, hein, que ce soit Rurik, Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Catherine II, Staline. Alors, on se rappelle de tous les persos qu'on a explorés lors des dernières semaines. Ben, ils sont tous là. Tous revenus pour un petit résumé des événements qui est totalement le bienvenu. Autant de références qui sont chères à Poutine depuis son accession au pouvoir. On sait qu'il considère la fin de l'URSS en 91 comme la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Il cherche depuis des années à reconstruire sur une sphère d'influence russe sur les anciennes républiques soviétiques. Géorgie, Biélorussie, Ukraine. Tiens, ça, c'est à nous aussi. Pour lui, Russes et Ukrainiens font un seul peuple. Il nie l'existence d'une nation ukrainienne et la légitimité d'un État ukrainien indépendant. Oh non, mais nous, on est libres! Il est obsédé par l'OTAN, qu'il considère comme une menace directe pour la sécurité de la Russie. Donc les pays fondateurs, donc il y a Portugal, Islande, lui je m'en souviens jamais, Italie, France, Royaume-Uni, Danemark, Belgique, Suisse, non Suisse n'ont jamais été là. Puis après t'as d'autres places qui ont été entre 1952 et 2022 comme la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, bien d'autres.
Certains pays membres de l'OTAN et de l'UE, l'Union européenne, partagent déjà une frontière avec la Russie. Alors pour Poutine, hors de question que l'Ukraine rejoigne ces alliances. Mon magnet! Et puis l'Ukraine, c'est un territoire de grande importance géographique avec un accès stratégique à la mer Noire, sans oublier les ressources naturelles, agricoles, blé notamment, minières et métallurgiques, fer, titane, lithium, énergétiques, charbon, gaz, uranium, et même forestières. Bref, on connaît les vraies motivations de Poutine. En février 2022, à 4h15 du matin, les troupes de Moscou franchissent les frontières, notamment sur le front nord, depuis la Biélorussie, à 150 km seulement de Kiev. Donc on a encore une map. Donc on a des lignes qui montrent les mouvements des troupes russes, des petits trucs jaunes qui sont donc les bombardements. Donc Moldavie, Roumanie, Hongrie, Pologne ne sont pas concernés. Mais la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine, la Crimée, attaquent donc l'Ukraine à Odessa, Mariupol, Kharkiv et évidemment à Kiev, la capitale. Dès 5 heures, les premières explosions se font entendre dans la capitale. La population découvre avec effroi l'ampleur de l'invasion. Très vite, la ville de Kherson, dans le sud du pays, tombe des combats intenses. Non, attends, je vais trop vite, excusez-moi. Très vite, la ville de Kherson, dans le sud du pays, tombe. Des combats intenses ont lieu à Kharkiv, la deuxième ville la plus peuplée d'Ukraine. Les troupes russes se rapprochent même de la centrale de Tchernobyl. Le monde entier est sidéré par la violence et l'ampleur de l'attaque. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un pays en avait un autre sur le continent européen. Les Occidentaux réagissent rapidement. Le moment est historique. Reichstag allemand, Berlin. Je dénonce une violation éclatante du droit international. Palais de l'Élysée, Paris. La France et l'Europe se tiennent aux côtés de l'Ukraine. Et en ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé. Nous sommes en guerre, comme le dit ce cher Macron en COVID. Bon, c'est la COVID, fait que c'est pas la même chose, mais ça fonctionne encore mieux là. Même si c'est pas directement eux autres, ils restent quand même pas mal directement concernés, vu que c'est le même continent. Donc là, on a le rêve de grandeur d'avoir la Russie de l'URSS. Là, on a la map donc, des pays de l'OTAN, de l'Union européenne. Hein, et on voit des pays comme la Suisse ou l'Irlande qui n'ont absolument rien à foutre. Évidemment, l'OTAN, l'Union européenne, ils sont pas mal contre toutes ces affaires-là. Et il veut avoir l'Ukraine parce que c'est très stratégique géographiquement, hein, que ce soit au niveau du gaz, des métaux, des ressources, de la bouffe, peu importe. Donc, là, on connaît donc les motivations de Poutine. Hein, et donc, on voit là, en 2022, ça va faire bientôt 4 ans. Donc, 24 février 2022. Donc, de 3 fronts différents de la Crimée, de la Biélorussie et de la Russie occidentale. Ils attaquent la Russie, la Russie, la Biélorussie, la Crimée envahie, sont toutes en train d'attaquer en même temps l'Ukraine, fait que l'Ukraine panique. En plus, c'est à 3h, 4h du matin, fait que personne aurait pu prévoir ça. Ils ont même allé proche de Tchernobyl, fait que c'est vraiment très risqué comme connerie. Et évidemment, tu as à peu près toute l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France, qui sont évidemment contre ces agissements inhumains. Le 24 février au matin, les Russes parachutent 300 soldats d'élite à l'aéroport d'Hostomel en banlieue de Kiev. Leur mission est de contrôler l'aéroport pour acheminer troupes et matériel lourd et prendre Kiev rapidement. Mais l'armée ukrainienne résiste, bien plus que Poutine ne l'imaginait. Aucun avion russe ne se posera à Hostomel. L'offensive éclair sur la capitale a été évitée. Autre fait emblématique, les autorités ukrainiennes diffusent des tutoriels pour fabriquer des cocktails Molotov et viser précisément les véhicules russes. Et il en faut pour toute la population, car la situation est dramatique. Dans les grandes villes, les habitants sont réveillés plusieurs fois par nuit par les sirènes d'alarme. Il faut alors se réfugier en sous-sol, dans des abris ou dans le métro. À ce moment-là, nous étions en liaison directe avec Ola, étudiante à Kiev. Les gens apportent leurs matelas, dorment dans les wagons, des bénévoles cuisinent pour tout le monde, certains jouent de la musique, d'autres promènent leur animal, les enfants regardent des dessins animés,
Il y a des pénuries de nourriture, de médicaments. Cet esprit de résistance est incarné depuis le jour de l'évasion par le président Volodymyr Zelensky, ancien humoriste, acteur et réalisateur, élu en 2019 à la surprise générale, alors que l'armée russe se dirige vers Kiev, il s'adresse à son peuple. La Russie a attaqué notre État ce matin, comme l'Allemagne nazie l'avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons nous défendre. Joe Biden, le président américain, appelle alors directement Zelensky. Vu la situation critique à Kiev, on peut vous évacuer et vous placer en sécurité quelque part. Merci, monsieur le président, mais le combat est ici. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Et ça aussi, c'est une citation authentique traduite. Bientôt, il décidera de s'habiller, tel un résistant, en tenue militaire. Les couleurs bleues et jaunes du drapeau ukrainien sont arborées sur des bâtiments de tout le pays et partout dans le monde. Même en France, évidemment. Zelensky demande des sanctions contre l'agresseur. Les Américains et les Européens prennent des sanctions économiques contre la Russie dans le but de l'affaiblir. Allez hop, on diminue le gaz russe. Mais la Russie se tourne vers d'autres partenariats, vers d'autres partenaires. Les exportations de pétrole et de gaz se réorientent vers l'Asie. La Chine, donc Xi Jinping, et l'Inde, voilà, je sais pas, deviennent ses meilleurs clients, ravis de bénéficier de prix attractifs. Il y a d'autres alliés comme l'Iran qui lui fournit des drones de combat. Et en 2024, on apprendra que Kim Jong-un a envoyé des milliers de soldats nord-coréens se battre sur le front aux côtés des Russes. Approchez, approchez, cher ami. Il y a de la place. Je l'avais dit. La Russie, la Chine et la Corée du Nord, c'est le nouveau triple axe. C'est le nouvel axe. C'est notre triple alliance, c'est ça. Je me mélange souvent triple alliance, triple entente, mais c'est les pays de l'Axe. Voilà, il est en train de créer une nouvelle trilogie. Une trilogie. Un nouvel triptyque. Trio. C'est ça le bon mot. Un nouveau trio de pays de l'Axe. Ah, c'est plus le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Maintenant, c'est la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Donc, le fait que Carney et Xi Jinping se rapprochent, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Si ça peut baisser les tensions, oui, c'est une bonne idée. Mais j'espère que ça va pas aller trop loin, que ça va partir en couille un moment donné. Ok, regarde. Xi Jinping, là, il est pas loin il est pas loin de ce cher président russe de con. Étonné d'avoir eu aucun dessin de Trump jusqu'à présent. On a même eu Macron. Puis là, évidemment, on a Kim Jong-un et Xi Jinping. Puis bon, l'Inde et l'Iran. Mais bon, ça, ces deux-là, je ne connais pas les présidents. Ils doivent être nuls à chier aussi, s'ils en parlent. Désolé, c'était gratuit. Mais en même temps, ça me surprendrait que ce soit pas le cas. Donc là, on voit une résistance... une attaque russe qui a été évitée. Il y a même des tutoriels sur comment faire des cocktails Molotov et les envoyer sur les putains de trucs russes. Évidemment, t'as tout le monde se réfugie dans les sous-sols, des abris, dans le métro. Il y a des pénuries partout, mais on essaye de résister. C'est le mieux qu'ils peuvent faire, de toute façon. Et là, on commence en fait à parler d'un personnage important, Volodymyr Zelensky, qui est évidemment un personnage absolument... très important, absolument fondamental dans ce qui se passe actuellement. Bon, je pense qu'à peu près tout le monde le kiffe. Hein, as-tu été élu l'homme de l'année comme Gorbatchev? En vrai, ça me surprendrait même pas si ça serait le cas. Mais bref. Évidemment, des robots d'Ukraine partout, les sanctions contre les Russes. Mais ça ne change rien parce que t'as l'Inde, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord qui décident de devenir potes avec. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas le Japon et la Corée du Sud. Au moins, il y a ça. Au moins, je peux dire que mes deux pays préférés sont pas concernés. Mais quand même, c'est pas des good news. Vraiment pas. En octobre 2022, 8 mois après l'invasion russe, nous décidons d'aller en reportage en Ukraine. Hugo, comment ça va? Tu tiens le coup? Ah, c'est toi, hein? Écoute, ça fait 14 heures que je suis parti de Pologne pour Kiev. C'est un peu spécial. Il y avait du scotch partout sur les vitres pour éviter les projections de verre en cas d'explosion et les lumières doivent rester éteintes pour que le train ne soit pas visible de l'extérieur. Tu as bien tout sur toi? Normalement, oui. Carte de presse ukrainienne, gilet pare-balles,
trousse de secours et assurance rapatriement. Pour ce reportage, on est parti à 3. Nous avons retrouvé sur place un fixeur pour pouvoir interroger les Ukrainiens directement. Donc un fixeur, c'est une personne qui aide les journalistes sur place, notamment dans le rôle d'interprète et de guide. Attention où vous marchez, il y a des trous d'obus un peu partout. Bien sûr que je suis prêt à me battre. J'ai ma mitraillette toujours à portée de main. On avait des amis en Russie, mais depuis le début de la guerre, on a perdu contact avec eux. Que font-ils? Sont-ils en train de nous tuer? Non, que font-ils? Ils sont en train de nous tuer. Désormais ici, tout le monde parle ukrainien. Ceux qui parlent russe ont abandonné la langue. Il y a une grande résistance ukrainienne. On assiste aussi à l'exode d'une partie de la population. Oui, on estime que 5 millions d'Ukrainiens, surtout des femmes et des enfants, ont quitté le pays. Les hommes, pour la plupart, restent car ils peuvent être appelés au combat. On note sur les enfants leur nom et un numéro de téléphone pour le cas où ils seraient séparés de leur mère durant le voyage. La majorité des réfugiés sont accueillis par les pays voisins, Pologne, Roumanie, Moldavie. L'invasion éclair prévue par les Russes se transforme en guerre d'usure, ce qui est une surprise pour beaucoup d'observateurs, car l'armée russe est bien plus puissante. Ce n'est pas de défaite, c'est un repli stratégique. J'en connais qui va finir au goulag. L'armée russe se replie à l'est. On découvre alors des scènes de carnage à Boutcha, en banlieue de Kiev. Plus de 400 corps de civils tués sauvagement sont retrouvés en avril 2022. Poutine est visé par un mandat d'arrêt international et accusé de crimes de guerre. En novembre 2022, c'est au tour de Kherson d'être libéré, après des mois de combats acharnés. La situation évolue de jour en jour. Donc là, t'as Hugo qui s'en va en Ukraine pour faire l'interview. Je pense qu'il en a parlé en arrière. Non, de toute façon, je pense qu'il l'a dit au début. Mais bref. Donc, voici pour aujourd'hui. Pour ces pages-là. Donc, un voyage d'Hugo avec tout ce qu'il a besoin. Hein, un fixeur, un mec qui fait la traduction, le guide. Hein, une carte, un gilet, une trousse, une assurance. Donc, il interviewe différents profils d'Ukrainiens pendant ces temps moroses. Et donc, évidemment, tu as une grande exode, surtout des femmes et des enfants. Une invasion éclair qui transforme en guerre d'usure, hein, qui va sûrement envoyer certaines personnes au goulag. Le massacre de Boutcha qui est sûrement vraiment pas beau à voir. Et voilà. Et Kherson qui est libéré après des mois de combat. Donc voici pour ces pages. Mi 2023, le front semblait stabilisé quand les Russes lancent une offensive de grande ampleur sur la ville de Bakhmut. Donc t'as la mer Noire, Odessa et Kherson qui sont encore ukrainiens. Mais et Sébastopol qui a Crimée. Là t'as Mariupol, Donetsk et Luhansk qui sont pris par les Russes. Et t'as Bakhmut qui sont en train d'être attaqués. Située à l'est, dans le Donbass, la ville est très précieuse car elle se trouve sur un axe routier reliant plusieurs autres grandes villes de la région. Après des mois de combat et une résistance acharnée des Ukrainiens, la ville quasiment rasée tombe aux mains des Russes en mai 2023. Et c'est là qu'entre en scène un nouveau personnage, Evgeny Prigogine. Je suis né en 1961 à Leningrad. La ville a repris le nom de Saint-Pétersbourg en 1991. J'ai été un délinquant et j'ai fait 12 ans de prison. À ma sortie, j'ai ouvert un fast-food de hot dog et j'ai pris fortune dans la restauration rapide. J'ai rencontré Poutine dans un restaurant de luxe. Peu après, il m'a proposé plusieurs marchés dans la restauration. Caviar? Je vais plutôt prendre le bœuf stroganoff. Je suis rapidement devenu un oligarque, indispensable au régime. Ça te dirait de créer une cyber-entreprise pour inonder les démocraties occidentales de fake news? En 2013, je crée l'IRA, l'Internet Search Agency, une usine à trolls pour diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux et dans les médias occidentaux. Difficile de savoir notre impact réel, mais on a essayé d'aider Trump en 2016 ou encore
le oui lors du référendum sur le Brexit. En 2014, j'ai créé une milice paramilitaire privée, le groupe Wagner, qui sera très présente en Afrique, mais aussi en Ukraine, où j'ai engagé 50 000 de mes gars. PMC Wagner Group. Ce sont des soldats qui parfois viennent des prisons russes, de la véritable chair à canon. Je vais prendre le numéro 2 et 3. Et moi? C'est par l'action du groupe Wagner que Bakhmut est tombé. Mes combattants ont payé le prix du sang, mais le Kremlin n'a pas été assez reconnaissant envers nous. Le 23 juin 2024, j'ai donc décidé de lancer mes troupes sur Moscou. C'est pas de l'autre côté, Kiev? Moscou, Kiev. L'action est suivie sur les réseaux sociaux, en Russie et dans le monde entier. Une quasi-révolution en direct. Une de plus dans ce pays. Moi, Poutine, je laisse 3 issues aux traîtres. Retourner à la vie civile, s'engager dans l'armée ou partir à l'exil. Mais la rébellion ne dure que quelques heures pour éviter un bain de sang. Non, mais la révolution ne dure que quelques heures. Pour éviter un bain de sang, Prigojine passe un accord avec Poutine. Ses troupes font demi-tour en échange d'une garantie de sécurité en Biélorussie. C'est bon. On peut être tranquille en Biélorussie. Vous êtes sûr de vous, boss? Donc, nouvelle invasion en haut à gauche. En haut à droite pour vous. Ouais, c'est ça. Donc, celle de Bakhmut, on voit l'évolution de la guerre. C'est pas beau à voir non plus. Et t'as cette ville-là qui est quasiment rasée, qui devient russe. Bon. Genre, sérieux, les gens qui envahissent d'autres places, ils détruisent la ville, mais ils ont la place. Oh, ben bravo, t'as une place que t'as rasée, une petite cave. Qu'est-ce que tu vas en faire? Y a plus rien. Y a plus personne, y a plus de bâtiment. Bravo, t'as annexé une ville qui a plus rien. Bravo. Et là, on parle d'un nouveau personnage important, Evgeny Prigojine, qui est passé de vendeur à hot dog à dîner avec Poutine et devenir un commandant, que ce soit des cyber-entreprises de fake news ou le groupe Wagner, qui a été quand même assez important, malheureusement important dernièrement. Et on a entendu parler, hein, les militaires qui étaient en fait des prisonniers, hein, ça c'est quand même quelque chose. Et quand même, Bakhmut est tombé grâce à eux, mais ils ont pas assez de reconnaissance, fait qu'on on va être contre Poutine. Mais quelques jours plus tard, ça se finit déjà, puis ils disent, regarde, on va rester en Biélorussie, on arrête de faire chier tout le monde. Puis voilà, donc ça a été assez expéditif, hein, ça a duré à peu près 1 an, mais un an assez parlant. Regarde juste le logo du groupe Wagner, je pense que c'est assez clair, là, que c'était pas un groupe de gens gentils. Donc voici. Sauf que 2 mois plus tard, Prigojine et le numéro 2 de Wagner meurent dans un crash d'avion en Russie. J'adresse mes sincères condoléances à la famille d'Evgeny Prigojine. Comme sous Staline, les proches du maître du Kremlin tombés en disgrâce meurent brutalement. Mais la mort suspecte, qui a le plus marqué les Russes et les Occidentaux, est celle d'Alexei Navalny. En dénonçant la corruption du pouvoir, ce jeune avocat était devenu la bête noire du Kremlin. Lors d'un vol intérieur, il s'effondre, victime d'un empoisonnement. L'avion atterrit en urgence, il échappe de peu à la mort. Les Occidentaux y voient un assassinat politique, ce que nie le Kremlin. Alexei Navalny est accueilli en Allemagne pour être soigné. Une fois rétabli, il décide de retourner en Russie. Ses partisans l'attendent à Moscou, mais l'avion dans lequel il se trouve est détourné vers un aéroport secondaire. Il atterrit le 17 janvier 2021 et il est immédiatement arrêté. Jugé en procédure accélérée par un tribunal de circonstances, il écope de 19 ans de prison pour extrémisme. Navalny est exilé dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, où il fera un malaise fatal. Il n'avait cessé de critiquer la guerre de Poutine en Ukraine. Les années 2023 et 2024 ont été marquées par des contre-offensives ukrainiennes, des opérations en Crimée et contre des sites militaires russes,
mais la situation, au bout de 3 ans de guerre, évolue peu. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien. Donc, vous allez voir, ce qui est en bleu, c'est ce qui reste de l'Ukraine, et ce qui est en rouge, Bourgogne, c'est les zones occupées par l'armée russe en décembre 2024. Le conflit est très meurtrier, même s'il est difficile de connaître le véritable bilan humain de cette guerre. En septembre 2024, on compte environ 80 000 soldats ukrainiens tués et plus de 200 000 côté russe. C'est une estimation du Wall Street Journal relayée par Le Monde. Sans oublier les civils tués en Ukraine, plus de 12 000 morts sont déjà recensés par les Nations Unies. Entre-temps, je me suis rendu de nouveau en Ukraine, cette fois-ci pour interviewer le président Zelensky. Monsieur le Président, il y a tellement de tensions actuellement qu'on parle parfois d'une 3e guerre mondiale. Vous pensez que ça pourrait se produire? Je pense que si. Non, je pense que oui. Si les pays n'aident pas l'Ukraine, notamment dans les airs, c'est parce qu'ils ont peur de la Russie. Vous avez un fils et une fille. Que leur dites-vous? Vous n'avez pas besoin de leur expliquer la situation. Ils la comprennent très bien. Ils sont du bon côté. Vous-même avez beaucoup changé ces 2 dernières années. Vous projetez-vous sur l'après-guerre? Je ne pense qu'au présent, au jour le jour. Et évidemment, l'interview complète de Zelensky est disponible sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte. Donc, si vous êtes intéressé, Hugo Décrypte, Zelensky, je pense que ça va sûrement le mettre assez facilement. À l'inverse de notre groupe, j'ai vu une vidéo de Madibo, il interviewe le mec d'Israël. Ça, c'est pas une bonne idée. Le mec d'Israël, c'est non. Non. Il est comme Poutine, faut pas se fier à lui. mais, Zelensky, c'est chill, parce que c'est le good guy dans l'histoire. Donc, t'as Prigogine qui meurt dans un crash d'avion très suspect, mais qui reste pas la mort la plus sauce de toutes, parce qu'il y a celle d'Alexei Navalny. Si je m'abuse, si je suis pas trop con, il y a un documentaire sur lui qui a gagné le score du meilleur documentaire. Si je suis pas trop con. Si je dis pas n'importe quoi. En tout cas, il a été nominé, ça c'est certain. Donc là, on parle de l'histoire de Navalny, qui a été empoisonné et qui est passé de très peu à la mort. Il est allé en Allemagne le temps de se rétablir, mais il est revenu en Russie. Mais il s'est fait arrêter 19 ans en prison avec un tribunal accéléré et il a fait un malaise quand il était exilé en Arctique. Donc là, on voit qu'est-ce que l'Ukraine a réussi à prendre. C'est quand même relativement considérable. C'est pas non plus ridicule. C'est quand même... C'est comment ils disent? 20%. Donc 1/5 quand même. C'est pas rien. Là, on parle du bilan humain et de l'interview que ce cher Hugo Décrypte a fait avec Zelensky. Comme j'ai dit, vous êtes intéressé, c'est à votre discrétion, mais c'est disponible. Donc, voici. Il reste très peu de pages. Il en reste 3. Donc, concluons. Zelensky multiplie les voyages à l'étranger pour plaider la cause de l'Ukraine. Alors que la Russie pousse le monde vers la guerre, l'Ukraine fait tout pour s'assurer qu'après l'agression russe, personne dans le monde n'osera attaquer une nation. Il répète qu'il a besoin d'argent, d'avions, de chars, de missiles, de défense antiaérienne, de canons, de drones. Et il me faudrait ça, et ça, armes européennes. Cette demande se cristallise autour des avions de chasse F-16, de conception américaine. Il faut l'autorisation de Washington avant de les livrer. Les premiers ne sont arrivés qu'en août 2024, 2 ans après la demande initiale de Zelensky. Je vais en avoir aussi besoin. Joe Biden, le président des États-Unis entre 2021 et 2025, accorde de nouvelles aides au pays et autorise les Ukrainiens à utiliser des missiles balistiques à longue portée. Bon, on va montrer les muscles. Mais doucement pour ne pas trop énerver Poutine avec toutes ses ogives nucléaires. Depuis le début de la guerre, le budget militaire russe ne cesse d'augmenter, représentant en 2025 près de 30% des dépenses fédérales du pays. Ah oui, c'est pas rien, hein? 30% de tout ce qui est acheté dans le pays, c'est des trucs de guerre. Et Poutine agite à plusieurs reprises la menace d'un recours à l'arme nucléaire. Prêt à l'emploi. En Europe, les pays voisins se barricadent. La Pologne, traumatisée par ses conflits historiques avec la Russie, renforce sa frontière d'obstacles anti-chars. Pour assurer leur sécurité, la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN successivement en 2023 et en 2024. Donc Finlande, Suède, donc c'est l'autre.
Je me souviens jamais c'est quoi l'autre, hein, fait chier. Donc on a encore une map avec la Russie et la Biélorussie qui est donc dans le bloc, le nouveau bloc soviétique, on va dire. Tout là, il y a l'Ukraine, la Pologne qui a plein de barricades, Lituanie, Estonie, Lettonie qui sont toutes du bon côté. La tension depuis 2022 ne cesse de monter. Poutine nie qu'il s'agit d'une agression russe sur l'Ukraine et accuse l'Occident d'être à l'origine du conflit. L'Ukraine, de son côté, est soutenue par l'Union européenne et l'OTAN pour défendre son territoire. En 2025, 3 ans et demi après le début de la guerre, l'issue est toujours incertaine. Et qui sait ce qui se passera demain? Donc t'as Zelensky qui prend la parole à plus qu'une reprise pour dénoncer tout ça et qui achète tout ce qu'il peut acheter des États-Unis ou des pays voisins qui veut bien l'aider, dont ce cher Biden. Les chars d'assaut, 30% de l'économie russe, c'est juste sur ça. La menace des armes nucléaires comme lors de la guerre froide. Donc les gens, ils parlent de Troisième Guerre mondiale, mais ça pourrait être une Deuxième Guerre froide aussi. Hein. C'est pas aussi logique non plus. Donc tout ce qui est en bleu là-dessus, c'est avec l'Ukraine. Tout ce qui est en rouge, c'est les Russes. On peut se dire, bah, il y a plus de bleu, peut-être. Peut-être, mais c'est pas parce qu'ils sont plus de soldats ou qui ont une meilleure force de frappe. Fait que ça veut rien dire. Donc, t'as les Russes qui disent que c'est de la faute de l'Occident. T'as l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN qui se défendent le mieux qu'ils peuvent. Et là, on est donc maintenant en juillet. Enfin, le livre est sorti en novembre 2025. Fait que quand il a fini d'écrire le livre, je suppose que c'était ça, dans le coin de juillet 2025. Et on sait toujours pas ce qui va arriver. Hein. On sait même pas ce qui va se passer demain. Et là, vu que Trump fait n'importe quoi, on entend moins parler, mais je suis sûr que s'il y a un nouveau gros truc là-bas, ils vont pas chômer pour venir nous en parler. Donc voici la dernière double page, parce que la dernière page est seule. Donc des chars, des réunions, une dernière map, des ogives et même un petit Biden ici. Donc en juillet 2025, 3 ans et demi après le début de la guerre, l'issue est toujours incertaine. Et qui sait ce qui se passera demain? Allô? Donald? Ouais, c'est ça la dernière page. Allô, Donald? Faut bien qu'il y ait une fin, hein. Je pense pas qu'ils vont faire une partie 2. Mais voilà, s'il y avait une partie 2, il y aurait eu Trump. Je me demande bien comment Chris Cocopello, je me souviens jamais. Cocopello. Je me demande bien comment Cocopello aurait dessiné. Parce qu'il a dessiné beaucoup de personnes célèbres. Hein. Il y a Staline, Poutine, Zelensky, Lénine, Xi Jinping, Kim Jong-un. Il a tout dessiné. Donc j'aurais été curieux de savoir, mais bon. Donc c'est signé juillet 2025 et c'est sûrement donc en juillet 2025 que le livre s'est conclu. Donc voici donc la dernière page qui est donc le bureau de Poutine avec un drapeau russe. Et ça a l'air d'être genre la Slovaquie, mais je vois pas pourquoi c'est là. Peut-être que c'est genre la Russie, puis bon, je sais pas. Merde. Puis là on reconnaît donc beaucoup de choses. On reconnaît le logo avec les deux piafs hein, qu'on a vu au début. Quoi d'autre? En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais bon. Ouais, non. Bon, c'est pas grave. C'est une très... Enfin, au niveau du dessin, ok, je parle, c'est une très belle dernière image. Juste en termes d'image, hein, pas en termes de... Voilà. Essayez pas de me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est donc avec cette image-ci qu'on conclut la 4e et dernière vidéo de lecture de ce livre. Et donc qu'on conclut le livre en soi de Hugo Décrypte en Russie. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et toutes les autres avant. N'oubliez pas que juste après celle-ci va arriver la conclusion, où je vais vous dire un peu mon avis sur le livre et bien sûr ce qui va se passer sur la chaîne à partir de maintenant, en février et tout. Vous allez voir, il va y avoir quelques petits changements, mais ça ne vous inquiétez pas, je vais être très clair sur mes propos. Donc j'espère que vous allez être là pour voir les prochaines vidéos. Donc merci d'avoir écouté ce livre audio-là et à dans quelques minutes, quelques secondes même, pour la conclusion. Hein, je pense que j'ai déjà à peu près tout lu ce qu'il y avait après
Après donc cette image-là, il y avait plein de trucs, mais je les ai toutes lus dans l'introduction parce que c'est la présentation de toutes les personnes qui ont travaillé sur le livre, directement ou indirectement. Donc c'est bon, le livre, on peut officiellement le fermer, mais restez quand même parce que dans quelques minutes, comme j'ai dit, on va conclure tout ça de manière clean, comme pour tous les livres audio. À dans quelques instants.